Édition spéciale. Édition spéciale ce matin jusqu'à 13h en direct sur RCJ alors que l'armée israélienne se prépare, je l'ai dit, à une offensive terrestre de grande envergure dans la bande de Gaza et que la tension est vive au nord du pays à la frontière avec le Liban. Tout de suite, nous rejoignons Tel Aviv où nous attend notre correspondante Emmanuelle Ada. Bonjour Emmanuelle, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Emmanuelle, on va commencer avec la situation sécuritaire à la frontière nord avec le Liban. Quelle est la situation à l'heure où nous nous parlons ? Il est midi en Israël. Des représailles ont été menées par Tsahal après des tirs du Hezbollah. Oui, on s'en doutait, on s'y attendait. Une escalade des affrontements ont lieu à la frontière nord. Israël va donc faire face à une guerre multifront, comme on dit. Le Hezbollah, depuis plusieurs jours, a attiré l'attention de Tsahal, qui est déjà extrêmement mobilisé sur le front nord. Selon un rapport du Magen David Adom, nous avons déjà 3 blessés israéliens par un tir anti-char. Tsahal a riposté avec des tirs de mortier sur la zone. Une personne de 40 ans est décédée également dans le nord, mais je n'ai pas plus d'informations sur ça. La riposte donc de Tsahal avec des tirs d'artillerie vers le sud Liban. Un responsable du Hezbollah a annoncé sur la chaîne Al Jazeera avoir tiré sur le village israélien de Shetula. Et à l'heure actuelle, Tsahal continue de tirer sur des cibles militaires du Hezbollah. Le porte-avions Eisenhower, le porte-avions américain, a rejoint son compatriote, le porte-avions Gerald Ford, qui a déjà accosté en Méditerranée orientale. Les Américains évacueront demain leurs ressortissants en Israël par bateau. Les Américains ont déclaré également que leurs navires seraient utilisés pour détruire les missiles qui seraient lancés par le Hezbollah. Le Hezbollah qui affirme avoir hissé un drapeau sur un avant-poste de Tsahal à la frontière. Et puis cette nouvelle également sur l'aéroport d'Alep en Syrie qui a été frappé par l'armée israélienne et qui est actuellement hors de service. Et puis cette information qui est très inquiétante, c'est selon la presse arabe, attention, il s'agit vraiment d'une information à prendre avec des pincettes. Des milices pro-iraniennes d'Irak seraient arrivées en Syrie et au Liban et attendent les ordres de Téhéran. Maintenant, sur la ligne de Gaza, au sud du pays, au cours de la nuit, Tsahal a attaqué. Emmanuelle Ada, pardon, je voudrais juste revenir 2 minutes sur cette information qui nous est parvenue ce matin, qui nous vient de Tsahal, l'armée israélienne. Israël a fermé la zone frontalière avec le Liban aux populations civiles. Il s'agit d'une zone de 4 kilomètres. Comment faut-il comprendre cette information ? Est-ce qu'il y a des villages entre la frontière avec le sud Liban et Israël dans cette zone frontalière de 4 kilomètres ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des villages israéliens jusqu'à la frontière avec le Liban. Là, si vous voulez, Tsahal a préparé une zone de no man's land qui interdirait à tout citoyen israélien d'avancer trop près de la frontière. C'est une attitude tout à fait normale en cas de guerre. Je pense que nos commentateurs militaires que vous aurez tout à l'heure avec vous, Laurence, pourront un petit peu mieux expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit exactement. Alors revenons à présent à la situation du côté de la bande de Gaza. L'offensive de l'armée israélienne a finalement été retardée pour des raisons humanitaires. Les populations palestiniennes de la bande de Gaza ont-elles réussi à s'éloigner de la zone future de front ? Alors Tsahal attend avec beaucoup de patience et d'humanité, il faut le dire et le répéter, que les civils du nord de la bande de Gaza aient évacué la place. Ils ont reçu de nombreux avertissements. Le Hamas, comme vous le savez, par contre, empêche ces populations de fuir en bloquant le passage et il cherche à en faire bien sûr des boucliers humains. Un couloir humain a été mis en place. Des cartes de géographie ont été envoyées par Tsahal aux habitants de Gaza pour leur indiquer par où passer pour pouvoir se sauver. Et puis je rappelle que l'Égypte ne veut pas accueillir
accueillir les réfugiés civils palestiniens sur son territoire et a fermé la frontière avec Gaza. Selon le ministère de la Santé gazaoui, il y aurait 2329 morts et 9000 blessés depuis le début de la guerre. Et qu'en est-il côté israélien? On notait hier soir l'arrivée massive de chars le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Est-ce que ça signifie, Emmanuel, qu'une attaque, une opération, une offensive massive contre le Hamas dans la bande de Gaza est imminente? C'est maintenant une question d'heure? Absolument, ce serait la suite logique de toute cette procédure militaire. Après avoir bombardé de manière intensive Gaza et avoir détruit des immeubles, des cibles militaires, etc. Après avoir fait évacuer au maximum la population civile du nord de Gaza, bien sûr que Tsahal maintenant doit rentrer de manière terrestre. Comme vous le savez, on le dit très régulièrement sur les ondes de RCJ, Tsahal a une vie en haut sur terre et a une vie sous terre, c'est-à-dire que les infrastructures du Hamas sont sous terre, dans des galeries, des bunkers, des tunnels, et Tsahal doit absolument les intercepter et y arriver. On pense également que nos otages sont prisonniers dans ces tunnels et ces bunkers, donc c'est tout à fait important que l'offensive terrestre ait lieu. Quand aura-t-elle lieu? Nous n'en savons rien pour le moment. Tsahal n'informera pas. Vous savez bien sûr que tout ça reste extrêmement, on va dire, discret et secret. Donc pour le moment, on peut absolument pas s'avancer. Mais effectivement, nos chars et nos soldats sont à la frontière de Gaza déjà près depuis plusieurs jours. Est-ce que les populations du sud d'Israël qui vivent dans ces fameux kibboutz et dans ces villes tout près de la frontière avec la bande de Gaza ont été évacuées comme ça a été annoncé ? Alors, ils sont en train d'être évacués. Certains ont souhaité rester chez eux, donc ce n'est pas une obligation pour les populations d'être évacuées, mais bien évidemment, beaucoup de ces réfugiés israéliens sont installés maintenant dans le centre du pays ou sur Jérusalem, dans des hôtels. Beaucoup d'hôtels ont été mis à disposition des réfugiés, également des appartements vides, des appartements qui appartiennent à des personnes juives du monde entier, des États-Unis, mais aussi de France, qui ont mis à disposition leurs appartements. Nos forces de Tsahal, bien évidemment, ont aidé au maximum ces populations. Alors, je voulais quand même signaler qu'il y a une ville qui n'est pas une ville bordure de la zone de Gaza, mais qui est une ville maritime, une ville sur la côte israélienne, c'est la ville d'Ashkelon, qui a été extrêmement touchée, parce qu'on a l'habitude de parler beaucoup de Sderot et de Ashdod, mais la ville d'Ashkelon a également été très touchée, avec plus de 1100 roquettes tirées, 173 d'entre elles n'ont pas pu être interceptées par le dôme de fer et ont provoqué beaucoup de dégâts et de blessés. Alors juste une information en plus, Laurence, par rapport à nos citoyens des localités du sud qui ont reçu donc cet ordre d'évacuation immédiate. Tsahal leur a demandé de prévoir d'être évacués jusqu'au 14 novembre pour le moment. Donc ça veut dire que la guerre effectivement risque de durer très longtemps. Pour ce qui est du reste du pays, vous trouvez vous-même à Tel Aviv et vous m'avez dit hier soir que les alertes à la roquette n'avaient pas cessé de la journée. Qu'en est-il ce matin sur le reste du pays ? Alors pour ce qui est des alertes, d'abord il faut dire que au cours de la nuit, Tsahal a attaqué près d'une centaine de cibles militaires à Gaza, des quartiers généraux, des dizaines de lanceurs de missiles, des systèmes anti-chars. Nos forces ont lancé également des arrestations massives dans les territoires de Judée-Samarie. Alors c'est très important de comprendre, parce que en fait dans les territoires de Judée-Samarie, ils ont pris d'assaut plus de 15 zones abritant des foyers terroristes, même à Jérusalem-Est et aussi près de Bethléem. Et ces arrestations massives sont très importantes parce que ces terroristes vont pouvoir être interrogés par le Shabak et pourront peut-être nous donner des informations supplémentaires concernant nos otages. Concernant les tirs de missiles, alors oui, hier soir, il y a eu beaucoup d'alertes. Là, effectivement, où je me trouve actuellement également, nous avons passé une partie de la soirée dans les abris. C'est toujours le sud du pays qui est le plus touché et qui vit quasiment tout le temps dans les abris. C'est une situation absolument terrible pour la population israélienne.
Quel est le sentiment qui prévaut ce matin en Israël au sein de la population? Elle est unie, elle est déterminée, elle est confiante? Alors, il faut quand même savoir que hier, il y a eu également une manifestation à Tel Aviv devant ce qu'on appelle la Kiria, qui est le poste central de l'armée à la Kiria. C'est un énorme bunker au cœur de Tel Aviv où tous les officiers de l'armée, les officiers importants, mais même les politiques, le Premier ministre se réunit très régulièrement là-bas avec le chef d'état-major. Donc, une manifestation des parents des otages a eu lieu toute l'après-midi d'hier, donc toute l'après-midi de Shabbat, devant la Kiria pour demander des informations concernant leurs proches, leurs familles qui ont été retenus en otage, qui ont été pris en otage, agressés, etc. par les terroristes du Hamas. Ça a été un moment extrêmement difficile pour la population israélienne parce qu'on a pu voir sur les chaînes de télévision israéliennes ces témoignages de familles détruites, complètement bouleversées, qui sont vraiment dans un état psychologique terrible, avec cette attente interminable pour avoir des nouvelles de leurs proches. Donc tout ça a été bien sûr, si vous voulez, diffusé sur les chaînes de télévision israéliennes, mais également sur les réseaux sociaux. On ne doute pas qu'Israël fait le maximum pour avoir des informations concernant les otages. La Croix-Rouge internationale a été interpellée par des citoyens israéliens, a été interpellée par les autorités israéliennes, a été interpellée par le consul de France en Israël. Tous les pays qui ont des détenus du Hamas, les Italiens, les Allemands, les Américains, les Français ont fait passer cette demande d'avoir un signe de vie des otages par le Hamas. La Croix-Rouge internationale a répondu vendredi par un communiqué, on va pas dire clair, mais un communiqué, on va dire positif, parce qu'on va rester positif, n'est-ce pas Laurence, qui nous dit qu'effectivement ils vont faire une demande au Hamas de droit de visite des otages dans la bande de Gaza. Pour le moment, rien n'a été fait et on n'a pas plus d'informations. Vous savez comme moi que la ministre des Affaires étrangère française, Madame Colonna, est en Israël actuellement. Voilà, elle a rencontré donc le consul de France, l'ambassadeur de France et des conseillers consulaires français franco-israéliens que nous aurons tout à l'heure en ligne avec nous. C'est important que la France fasse une démarche pareille. Nous avons eu également la présidente de l'Union européenne, Madame van der Leyen, qui était en Israël, qui a été reçue par le président de l'État d'Israël. C'est important pour nous de sentir le soutien des pays étrangers, mais on note quand même, Laurence, sur les réseaux sociaux et dans les médias français, parce que nous suivons, nous, journalistes israéliens, quand même, les médias français, nous sentons aujourd'hui un espèce de retournement de discours quand même depuis que Israël a riposté à Gaza, je dis bien riposté à Gaza, et a cherché non-stop, à chercher sans arrêt à protéger les populations civiles. Et puis il y a une guerre sur les réseaux sociaux, Laurence, dont il faut parler. Les effectifs du cyber du Hamas a tenté de prendre le contrôle de la chaîne israélienne numéro 12, qui est une chaîne très importante en Israël. Il y a également une guerre d'information sur les réseaux sociaux qui est très dure. Les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux israéliens, tous les sites d'information, le site de Tsahal, Israel Under Attack et tous les autres sites qui sont et sur Telegram et sur Twitter et sur Facebook essayent de contrer la propagande palestinienne et les mensonges palestiniens concernant surtout les massacres qui ont eu lieu dans les localités du sud du pays, puisque la propagande du Hamas commence à retourner la situation auprès des journalistes en disant qu'il n'y a pas eu de massacre, comme vous le savez. Merci beaucoup Emmanuel Ada, vous êtes avec nous sur RCJ en direct de Tel Aviv. Vous restez en ligne avec nous, bien évidemment, nous vous reparlerons dans un instant. Mais à présent, j'accueille toujours par téléphone en direct d'Israël, Raphaël Jérusalemi. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour.
Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Emmanuel Ada le disait à l'instant, la tension est très vive au nord du pays, à la frontière avec le Liban, alors qu'Israël se prépare à lancer une offensive terrestre de grande envergure contre le Hamas dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il faut s'attendre, Raphaël Jérusalemi, à une guerre multifront? En tous les cas, il faut s'y préparer. Nous avons été surpris une fois, nous ne le serions pas une deuxième fois. Tout va dépendre de ce que va décider Hassan Nasrallah, qui lui obéit un petit peu moins au doigt et à l'œil à Téhéran, moins que le Hamas. C'est-à-dire, lui, Hassan Nasrallah, même si Téhéran lui donne l'ordre d'entrer en guerre contre les Iraniens, peut refuser s'il considère que c'est trop risqué pour son organisation, que ça risque de la détruire. Si c'est trop risqué par rapport à son statut à l'intérieur même du Liban, le Hamas opère dans un vacuum à Gaza. Il fait ce qu'il veut, il est le seul maître à bord. Hassan Nasrallah, le Hezbollah, font partie d'une nation, la nation libanaise, avec son armée, avec son gouvernement. Donc les calculs sont un peu différents. Et d'un autre côté, il a un dilemme sur le plan militaire pur, stratégique. C'est que il n'a pas l'effet de surprise, ça est massé au nord et s'attend à ce qu'il attaque peut-être. Et d'un autre côté, il a devant lui une occasion qui ne se représentera pas de sitôt. C'est le fait que au moins la moitié de l'armée israélienne soit occupée au sud et une autre partie d'ailleurs en Judée-Samarie. Et donc c'est le moment où jamais, s'il voulait attaquer, d'attaquer, puisque l'armée israélienne est à ce point. Ce qui risque de vraiment décourager tout de même, et ça pourrait marcher, c'est la présence massive américaine en Méditerranée. Je pense que c'est quand même assez dissuasif d'avoir la première puissance militaire mondiale sur vos rives, sur les rives, sur vos plages. C'est comme ça devrait le faire hésiter. Ceci étant dit, nous avons affaire à un personnage perspicace qui calcule ses coûts, qui ne prend pas de risques, mais qui est quand même un fanatique. Et donc, le rationnel n'est pas toujours de mise. Il se pourrait qu'il décide quand même d'attaquer, auquel cas, je regrette une seule chose, pour conclure là-dessus, je regrette une seule chose, et ça m'agace, c'est la réponse dosée du tac au tac de Tsahal aux provocations du Hezbollah. Le Hezbollah tire des mortiers, nous tirons des mortiers. Le Hezbollah envoie des obus, nous envoyons des obus. C'est une très très mauvaise réponse qui me déçoit. Lorsque le Hezbollah tire un obus, ça doit en tirer 100. Il faut avoir une réponse disproportionnée, une réponse musclée, montrer, même si c'est du bluff, montrer que nous n'avons pas peur du Hezbollah, que nous sommes déterminés, essayer de dissuader justement en montrant nos muscles et pas en dosant pour éviter une escalade. Malheureusement, la stratégie actuelle adoptée par Tsahal est décevante et elle risque au contraire justement d'enhardir Hassan Nasrallah. Un mot, Monsieur Jérusalemi, sur le rôle et l'implication de l'Iran derrière le Hezbollah. Téhéran a menacé hier soir d'intervenir directement contre Israël si l'opération terrestre à Gaza était engagée. Est-ce qu'il faut prendre cette déclaration au sérieux? Bon, là encore, normalement, non. Mais comme nous avons affaire à des fanatiques intégristes avec un agenda djihadiste, ils peuvent prendre des décisions irrationnelles. Là encore, la présence américaine devrait les en dissuader, car les Américains ne sont pas en Méditerranée juste pour les beaux yeux des Israéliens. Ils sont là parce qu'ils veulent absolument, et ils ont besoin, de la stabilité de la région. Déstabiliser le Proche-Orient, c'est déstabiliser toute l'économie mondiale. Déstabiliser le Proche-Orient, c'est risquer que dans ce chaos, les Chinois et les Russes en profitent aux dépens des intérêts américains dans cette région. Donc les Américains n'interviendront peut-être pas contre le Hamas ou le Hezbollah, mais contre l'Iran, ils seront bien capables d'intervenir et ça devrait faire réfléchir les Iraniens qui, pour l'instant, en attendant, font beaucoup d'autres choses. L'une d'entre elles, c'est qu'ils ont envoyé des milliers et des milliers d'hommes, des milices chiites irakiennes, vers la Syrie. Ils sont en train de construire, donc au sud de la Syrie, à la frontière avec Israël, un autre front, un élargissement, si vous voulez, du front sud-Liban, sud-Syrie, qui va être évidemment encore plus casse-tête pour nous. Et là aussi, je regrette qu'on n'attaque pas ces troupes qui arrivent
de milices chiites d'Irak et de Syrie sur nos frontières. Mais il y a eu des attaques aériennes de l'armée israélienne contre des objectifs en Syrie. Quels étaient les objectifs? De routine, c'est-à-dire depuis des années, nous attaquons les aéroports et les bases qui servent de transfert d'armement vers le Hezbollah, etc. Là non plus, nous n'avons pas véritablement obtenu un effet de dissuasion, puisque les Iraniens s'obstinent. Si je ne m'abuse, c'est la 4e ou 5e fois que nous détruisons les pistes d'atterrissage et de décollage de l'aéroport d'Alep. Ils les reconstruisent et ils continuent. Et donc là, nous avons un problème. Cette action, c'est une action qui doit être menée. C'est un travail de fourmi. À chaque fois, ils reconstruisent, à chaque fois, on détruit. C'est donc à part de, si vous voulez, ce qui est en train de se dérouler sur le terrain même, et qui est ces renforts qui arrivent d'Irak et qui ne sont même pas inquiétés lorsqu'ils se déploient tout près de chez nous. Raphaël Jérusalemi, Emmanuel Ada, qui est également en ligne avec vous, a une question à vous poser, Emmanuel. Bonjour Raphaël Jérusalemi. Je souhaiterais vous entendre commenter cette position, la position russe. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a tourné le dos littéralement et radicalement à Israël depuis le début de la guerre. Est-ce que d'abord c'est un risque important pour nous? Alors on se doute bien que la présence américaine ne lui fait pas plaisir, la présence américaine dans les eaux méditerranéennes, mais on sait aussi que la Russie nous a beaucoup aidé justement à survoler le territoire syrien, en tout cas à fermer les yeux sur les vols aériens israéliens et sur les frappes israélienne en Syrie. Alors ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, qui a peut-être un rapport aussi, Benjamin Netanyahou, dans son gouvernement d'union nationale, a demandé à Avigdor Lieberman, donc qui représente le parti russe en Israël, de rentrer dans ce gouvernement d'union. Il a au début accepté, puis refusé. Est-ce qu'il y a, selon vous, un rapport? Est-ce que Lieberman aurait pu, par exemple, agir auprès de Poutine pour le faire changer d'avis? Ou est-ce qu'il n'a pas voulu rentrer dans ce gouvernement parce que pour des raisons d'ego ou autres? Non, indépendamment des marchandages politiques auxquels nos politiciens perdent leur temps, d'ailleurs, en temps d'urgence, ça devient un peu ridicule, mais on peut compter sur Avigdor Lieberman et tous ceux qui ont des contacts avec la Russie de faire le travail d'intermédiaire, de messager, quoi que le gouvernement lui demande, même s'il est dans l'opposition. Et si Lieberman peut aider, il le fera. Et ça, c'est sûr, il l'a fait par le passé, et c'est très bien. Maintenant, les Russes, dans l'ensemble, on connaît cette ambiguïté, on l'a vécu plusieurs fois. On a eu des périodes où on était en froid avec le Kremlin, mais on a pu continuer quand même à agir. Et donc, c'est de nouveau ce double langage de Poutine qui, d'un côté, nous tape sur les doigts, mais de l'autre, nous laisse quand même faire, avec la différence qu'aujourd'hui, il n'a plus tellement les moyens, à part nous taper sur les doigts, de nous empêcher de faire ce que nous voulons, tout simplement parce qu'il a enlevé de Syrie pas mal d'équipements qui pouvaient inquiéter nos avions pour s'en servir contre les Ukrainiens, et parce qu'effectivement, la guerre contre l'Ukraine l'occupe à tel point que je le vois très mal commencer à s'en prendre à nous, à une force militaire qui est comme la nôtre dans cette région où il n'est pas suffisamment présent. Et donc, c'est plus du diplomatique qu'autre chose. Apparemment, d'ailleurs, la Russie serait entrée dans la danse des négociations pour faire pression sur le Hamas pour une libération éventuelle humanitaire des otages, enfin, ou de certains otages, comme les enfants en bas âge et les personnes âgées. Et les Russes, apparemment, mettraient aussi du leur pour aider à cette situation des otages. Raphaël Jérusalemi, Tsahal se prépare donc à une opération, une offensive sans précédent contre le Hamas dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de soldats se tiennent prêts à intervenir. On connaît les objectifs, Benjamin Netanyahou les a rappelés, éradiquer le Hamas et ses infrastructures. L'armée israélienne qui rentre dans Gaza, jusqu'où peut-elle aller? Il ira jusqu'au bout.
il se peut qu'il y ait des pressions internationales à un certain moment donné, comme il y en a toujours, hein, de cesser le feu. Dès qu'il y aura une propagande palestinienne, l'opinion publique va dire « Ah, les pauvres Palestiniens, et il faut arrêter, etc. » Mais pour l'instant, la volonté politique est d'aller jusqu'au bout. La volonté nationale de tout le peuple d'Israël, c'est d'aller jusqu'au bout, tout en sachant que ça va nous coûter très cher, que nous allons perdre des soldats. Mais nous voulons que cette fois-ci soit la dernière, que ce soit la dernière fois qu'on massacre nos frères et nos sœurs dans nos villages, que ce soit la dernière fois qu'on prenne atrocement ces otages et qu'il n'y a pas une prochaine fois un autre round. Ça fait 20 ans que ça dure, tout le monde en a marre. Et donc, même si Benjamin Netanyahu ou le gouvernement cède à une pression internationale, je peux vous assurer qu'une fois que les soldats seront dans Gaza, rien ne les arrêtera. Rien. Même s'ils doivent même désobéir aux instructions qui leur diront de faire un cessez-le-feu, je me doute fort. Je parle des soldats, mais je pense que peut-être même certains généraux, si vous avez à quelques mètres de vous un terroriste que vous pouvez éliminer, vous n'allez pas écouter les diplomates internationaux qui vous demandent d'arrêter de tirer, ni même votre propre gouvernement, vous allez tirer. Les soldats de Tsahal qui sont matés à la frontière rongent leurs freins, ils n'attendent, malgré les dangers qui les attendent, ils n'attendent que le feu vert pour rentrer dans Gaza et faire un ménage définitif. Une toute dernière question, hein, si vous le voulez bien, Raphaël Jérusalemi. La question que tout le monde se pose, bien sûr, est celle des otages israéliens, de ces femmes, de ces enfants, de ces personnes âgées, de ces hommes qui sont retenus quelque part dans la bande de Gaza par le Hamas. C'est une question peut-être qui n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Que va faire l'armée israélienne si ces otages sont utilisés comme boucliers humains par le Hamas ? Toutes sont possibles. Ces otages vont être leur chance, peut-être, c'est qu'ils sont l'assurance vie des hauts dirigeants du Hamas. Et donc, les hauts dirigeants du Hamas vont s'assurer qu'ils les gardent vivants et en bon état jusqu'au bout, parce que lorsque ça s'approchera d'eux, des dirigeants du Hamas, pouvant les tuer ou les faire prisonniers, eh bien, ils demanderont un passage vers le Sinaï. Ils demanderont à sauver leur peau et à pouvoir s'enfuir en échange de ces otages. Donc, ils ne vont pas demander cette fois-ci de libérer des prisonniers terroristes des geôles palestiniennes. Ils n'ont même pas demandé avec 150 otages. Vous pouvez demander à Tsahal de frapper moins avec l'armée de l'air, par exemple. Vous pouvez demander énormément de choses. Ils ne demandent rien. Et la raison pour laquelle, alors qu'ils pourraient exiger énormément, c'est parce que c'est cette assurance vie. Donc ces otages sont devenus, avec le peuple gazaoui, le bouclier humain des chefs terroristes. Mais Tsahal fait absolument tout pour les en sortir, allant des plans d'attaque commando les plus audacieux qui soient, jusqu'à certaines pressions qu'on peut exercer sur les dirigeants du Hamas pour les faire plier. Tout est pris en cause. Nous avons maintenant plus d'informations sur ce qui leur est arrivé et où ils sont plus ou moins, grâce aux interrogatoires qui ont été menés auprès des terroristes capturés. On a appris beaucoup de choses à ce sujet-là. Et donc, on peut déjà envisager peut-être aussi des actions militaires. Raphaël Jérusalemi, merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous sur RCJ pour votre analyse et votre expertise. Je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, d'avoir été avec nous sur RCJ. Merci. Et nous sommes en ligne à présent avec Johan Habib, toujours depuis Tel Aviv. Est-ce que vous m'entendez, Johan ? Bonjour, Johan Habib. Oui, je vous entends très bien. Oui, bonjour. Merci. Vous êtes avocat, vous êtes également conseiller consulaire à Tel Aviv. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, est arrivée hier soir à Tel Aviv. Elle veut témoigner de la solidarité de la France avec Israël et le peuple israélien frappé par le terrorisme. Elle a appelé Israël à avoir une réponse forte et juste face au terrorisme. C'était juste avant son départ. Elle a souligné le droit d'Israël à répondre aux attaques terroristes sans précédent qu'il a subies. Vous avez rencontré la chef de la diplomatie française ce matin. Vous avez senti le soutien total de la France à Israël alors que cette offensive de grande envergure se prépare contre la bande de Gaza. Oui,
Alors, je tiens à vous préciser que Catherine Colonna a tenu à rencontrer les conseillers des Français de l'étranger qui sont en Israël. Donc, nous avons eu la possibilité de la rencontrer ce matin lors d'une brève entrevue. Notre rôle étant limité à la représentation des Français en Israël. Dans ce cadre, nous avons parlé essentiellement de leur situation face aux événements dramatiques que nous vivons aujourd'hui. Nous n'avons pas parlé de politique extérieure, ce n'est pas notre rôle. Ça le fera avec les responsables israéliens, ou elle l'a déjà fait d'ailleurs, je suppose. Mais nous, notre rôle, c'était de lui faire part de nos préoccupations sur certains points, notamment la possibilité pour les Français qui souhaitent revenir en France, être rapatriés, la possibilité d'avoir des vols de retour, ce qui est le cas aujourd'hui, ainsi que certains points essentiels sur des détails administratifs qui sont à régler pour les Français qui habitent en Israël. Elle a très bien compris, et c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance sociologique des Français d'Israël, que les 95% des Français d'Israël habitent en Israël de manière définitive. Ce sont des franco-israéliens. Ils sont très impliqués dans la vie civile et également auprès de nos soldats. Et que nous, il était hors de question de parler de rapatriement massif de la communauté française en Israël, comme on a pu l'entendre de manière farfelue ces dernières semaines. Et Catherine Colonna qui a rencontré ce matin à Tel Aviv des familles de Français disparus, qu'on espère vivants, pris en otage par le Hamas à Gaza. Vous qui êtes au plus près de l'immense communauté francophone qui vit en Israël, quel est l'état d'esprit au sein de cette population? Vous leur parlez, vous les rencontrez? Oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs phases, comme dans chaque moment. Tout d'abord, la phase de sidération, évidemment. Et puis très vite, dans la journée, c'était assez exceptionnel. Dans la journée de samedi et surtout dimanche, puisque samedi, c'était la fête et Shabbat. Mais très vite, dimanche, même Motzei Shabbat et dimanche matin, les Français d'Israël se sont mobilisés totalement et massivement pour aider les populations en détresse, pour aider les soldats qui, je vous le rappelle, c'est une armée de conscription, donc les soldats, c'est nos enfants, c'est nos neveux, c'est nos frères, nos beaux-frères, nos collègues de travail, et on pense vraiment à eux tout le temps. Donc on est vraiment dans une vie où les Français en Israël sont complètement intégrés et totalement mobilisés et totalement acquis au pays dans lequel ils vivent. Bien entendu, ça c'est quelque chose de très très important. Et ils sont aussi très impliqués dans le rapport qu'ils ont par rapport à ce drame des otages qui sont retenus dans la bande de Gaza. D'ailleurs, oui, pardon. Oui, justement, au sujet des otages français retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, est-ce que c'est un sujet que vous avez évoqué avec Catherine Colonna? Est-ce qu'au poste qui est le vôtre, au consulat de France à Tel Aviv, vous avez des informations à leur sujet? Alors, elle nous a assuré et donné les garanties que le dossier des otages était activement traité par les autorités françaises également, qu'ils sont extrêmement actifs, mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Voilà, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Grande discrétion dans un dossier aussi sensible. La seule chose que nous avons fait, c'est une pétition ouverte, dans laquelle on a déjà près de 3000 personnes qui se sont engagées afin que le Comité international de la Croix-Rouge puisse entrer et voir l'état et le bien-être des otages et de savoir de qui il s'agit. C'est un minimum en matière de droit international. Et je crois que ça, par contre, c'est quelque chose qui a sensibilisé beaucoup d'autorités, beaucoup les autorités françaises, puisqu'on a pas mal de sénateurs, députés, qui ont signé cette pétition, le président de l'Assemblée des Français de l'étranger, le vice-président, beaucoup de conseillers, beaucoup d'élus ont
on souscrit à cette demande, bien entendu, qui est humanitaire avant d'être politique. Un petit rappel pour nous qui sommes en France, comment se répartit au niveau territorial la population francophone qui vit en Israël? Quelles sont les principales villes dans lesquelles elle habite? Alors, aujourd'hui, la population francophone en Israël est répartie sur l'intégralité du territoire. Elle est essentiellement urbaine. Vous avez beaucoup de Français qui se sont installés ces dernières années à Tel Aviv, notamment, et dans la région centre d'Israël. C'est vrai qu'historiquement, on connaissait deux grands pôles, on va dire Netanya et Ashdod. C'est des pôles qui sont extrêmement encore où il y a beaucoup de francophones qui y habitent. Mais ces dernières années, c'est vrai que d'autres foyers ont prospéré. Que ce soit à Jérusalem, où il y a une population française qui est de plus en plus importante et très active également, et Tel Aviv aussi, qui est une ville qui a pris des proportions où la population francophone a pris beaucoup de proportions, la mairie ayant même pris en compte ce nouveau fait. Ça fait une dizaine d'années que vous avez des représentants à la mairie qui parlent français et qui peuvent aider et qui peuvent aiguiller les Français qui habitent en Israël et surtout donc à Tel Aviv dans leur démarche. Une dernière question, Yohann Habib. 300 000 réservistes ont été rappelés pour servir le long de la frontière avec la bande de Gaza, également près du sud Liban, également en Cisjordanie. Ça veut dire que ces familles françaises qui vivent en Israël, elles sont toutes impactées de près ou de loin par ce rappel des réservistes. Tout le monde a un fils, un frère, un neveu qui est déjà parti au front. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, on est tous, on va dire impactés, mais on est tous sensibilisés par ce mouvement massif, bien entendu. Les Français d'Israël ont tous dans leur famille, et au-delà même d'avoir dans leur famille des personnes qui sont au front, qui en tout cas sont mobilisées, on a tous, on a parlé, on connaît tous malheureusement quelqu'un directement ou indirectement qui a été assassiné même dans ce drame. Israël, c'est un petit pays de 9 millions d'habitants, donc on connaît tous des gens qui sont mobilisés, on connaît tous des soldats, on essaye tous de les aider, on arrive plus ou moins tous à faire le maximum qu'on peut pour leur apporter le maximum de bien-être et de confort dans des moments aussi difficiles. Et on a une totale confiance dans l'armée d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous dire qu'il y a un amour et une confiance et vraiment quelque chose que je ne crois pas qu'il existe dans d'autres endroits dans le monde. Je crois vraiment que c'est unique. Et Israël est très très fort et on est très 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 heureux en tout cas de participer à cette ère, malgré le drame qu'on vit. Je crois qu'il y a un élan de solidarité et de fraternité exceptionnel qui se passe. Il se passe quelque chose d'important dans ce drame. Il faut le rappeler. Yohann Habib, merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous depuis Tel Aviv. Je rappelle que vous êtes avocat et conseiller consulaire à Tel Aviv. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous êtes sur RCJ, il est 11h42 avant une brève respiration musicale. Je voudrais vous donner cette information qui concerne cette visite en Israël de Catherine Colonna. Nous en parlions à l'instant. La ministre française des Affaires étrangères a rencontré à l'ambassade de France à Tel Aviv ce matin des familles françaises touchées par l'attaque terroriste menée par le Hamas le week-end dernier, samedi 7 octobre. La chef de la diplomatie a rencontré au moins 7 ou 8 familles, dont l'un des proches qui est porté disparu. La rencontre a été marquée notamment par la présence des membres de la famille Shem, dont la fille Maya a été enlevée lors de la fête la Rêve Party, ainsi que des membres de la famille Meir, dont le fils Almog a également été enlevé par le Hamas. Catherine Colonna a également rencontré Sabine Teza, une citoyenne française qui a perdu son mari et son fils dans l'attaque
terroriste. La ministre française a par ailleurs rencontré son homologue israélien, Israël Cohen. Elle a visité avec lui l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza. Les deux responsables ont parler avec des personnes blessées qui sont hospitalisées, dont des enfants qui ont été blessés dans les tirs de roquettes lancés depuis Gaza. Catherine Colonna et Eli Cohen ont également examiné les dégâts causés au centre médical Barzilai qui a été touché par des missiles du Hamas. La ministre française a indiqué qu'elle s'engageait pleinement à aider au retour des personnes enlevées. Au total, 17 Français sont morts, 15 sont portés disparus selon un dernier bilan. Après sa visite en Israël en fin de journée, la chef de la diplomatie française se rendra ce soir au Caire en Égypte. Elle aura un entretien demain avec le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Lundi après-midi, demain après-midi, elle sera à Beyrouth au Liban pour d'autres entretiens politiques. Une courte respiration musicale sur RCJ à 11h44. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition spéciale. אין עוד קר לראשי, אין עוד שר לנפשי, כל טיפה של תקווה כבר איננה. איך אפשר לתקן, כי אומרים לי שכן, ואותי לא מעניין, היא איננה. האם אהבתי, מנסה להיזכר, אולי שכחתי, מה מכל זה חשוב יותר? למה חשבתי שהמזל עוד ישתפר? גם כשברחתי לא יכולתי להסתתר, אני זה אני ולא אחר. אז הכל בא לאט, בלי מכשול אוטומט, לא יכולתי בלי טעם ובלי ריח. התחברתי לחשמל, לשמיים מעל, בלי לחשוש שאפשר גם לא לנצח. האם אהבתי, מנסה להיזכר, אולי שכחתי, מה מכל זה חשוב יותר? למה חשבתי שהמזל עוד ישתפר? גם כשברחתי לא יכולתי להסתתר, אני זה אני ולא אחר. מנסה להיזכר, אולי שכחתי, מה מכל זה חשוב יותר? למה חשבתי שהמזל עוד ישתפר? גם כשברחתי לא יכולתי להסתתר, אני זה אני ולא אחר.
RCJ, 11h48 depuis 11h. RCJ, la rédaction de RCJ, l'équipe de RCJ est mobilisée pour faire vivre en direct la situation très tendue en Israël. Une édition spéciale jusqu'à 13h sur le 94.8 ainsi que sur notre site internet radio-rcj.info. Tout de suite, nous retrouvons en direct depuis Tel Aviv notre correspondante permanente Emmanuelle Ada. Emmanuelle, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, Laurence. Il y a une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, Emmanuelle. Concrètement, quelle est l'atmosphère dans le pays depuis ce matin, alors que l'offensive générale terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza est imminente? Est-ce qu'il y a du monde dans les rues? Est-ce que chacun reste chez soi en raison des alertes? Est-ce qu'on entend les sirènes, les ambulances? Est-ce que les magasins sont fermés? Alors oui, effectivement, bon, ça dépend bien sûr des endroits, des régions du pays. Les enfants ne vont pas à l'école, ils étudient depuis ce matin par Zoom, ça nous rappelle la période du corona. Les magasins sont fermés, sauf les magasins d'alimentation. Ceux-là sont tenus de rester ouverts, mais ils ne sont pas tous bien achalandés parce que, c'est pour une raison toute simple, c'est que les livreurs de camions, les chauffeurs de camions sont des travailleurs arabes d'une manière générale et donc ne sont pas rentrés sur le territoire et donc les magasins n'ont pas pu être achalandés. On peut avoir aussi dans certains endroits des difficultés à trouver de l'eau ou bien des magasins qui font des restrictions sur, par exemple, une personne qui arrive au supermarché et qui veut acheter 15 bouteilles d'eau, on lui dit non, tu n'en prendras que 5 aujourd'hui, tu reviendras demain. Il faut qu'il y en ait absolument pour tout le monde. Mais bon, on manque de rien au niveau alimentaire, je rassure quand même nos auditeurs, on manque de rien en Israël. Les gens travaillent de la maison, à proximité des abris, ça c'est sûr, c'est mon cas effectivement. On évite de sortir pour rien, on sort vraiment par utilité ou vraiment pour des raisons professionnelles. Les chantiers, par exemple, de construction dans le pays se sont arrêtés, les restaurants sont fermés, mais ils ont pour la plupart participé à l'effort national en préparant des repas pour les soldats et ils les ont fait livrer ou pour les réfugiés des localités du Sud. Enfin, c'est toute une organisation nationale qui est en train de changer et de se mettre en place. Et puis, vous savez, Laurence, le fait de ne pas savoir combien de temps cela va durer, c'est un vrai problème pour les populations israéliennes. Imaginez les parents qui se retrouvent à la maison avec les enfants. Chacun doit travailler sur son ordinateur, mais les enfants vous tournent autour, c'est très compliqué. Et puis, que dire aux enfants? Et puis, que faire avec les enfants quand on est dans des zones ou des régions qui sont dangereuses? Alors, bien sûr, Israël a l'habitude de la guerre, Israël a l'habitude de s'organiser et puis comme le disait tout à l'heure le conseiller consulaire Johan Habib, le peuple réagit d'une manière absolument formidable. Je peux aussi également vous raconter ce moment très émouvant hier soir sur la place le Kikar Dizengoff à Tel Aviv que tout le monde connaît où il y a cette magnifique fontaine dessinée par Agam. Les Israéliens sont venus allumer des bougies, le nombre de bougies exact du nombre de nos victimes. Ils ont fait pareil également sur d'autres places en Israël avec un recueillement des chansons. Ce sont des scènes malheureusement qu'on a l'habitude de voir et de connaître, mais c'est vrai que le peuple israélien est complètement mobilisé et autour des soldats et autour des réfugiés. Alors il faut aussi parler de ces chanteurs extraordinaires, ces chanteurs célèbres en Israël qui sont partis sur les bases, qui ont enfilé le costume de Tsahal et qui sont partis sur les bases du sud et sur les bases du nord pour chanter pour les soldats, pour les motiver, pour leur donner du courage, pour leur dire que tout le peuple israélien est avec eux. Et puis on a vu également ces vidéos des acteurs de la série Fauda, comme Lior Raz. Qui ont tourné sur les réseaux sociaux, en effet. Exactement, on les voit nous dire que là c'est pas des scènes de film qui sont en train de tourner, ils sont effectivement à l'armée et je dois d'ailleurs signaler que Lior Raz a sauvé 2 familles des localités du sud, il est intervenu avec un ami à lui dans un des kibboutz. Enfin, c'est absolument incroyable parce que tout se mêle, si vous voulez, tout se mélange entre la peine, l'espoir, la solidarité, en même temps la peur et en même temps c'est un petit pays, donc tout le monde, comme vous le disiez, se connaît ou connaît
quelqu'un. Le pays fait corps. Qui a été mobilisé. Le pays fait corps. Voilà. Je vous coupe la parole. Pardon, et Emmanuel, une petite seconde, on va vous reprendre dans un instant parce que nous avons en ligne Patrick Anidjar, qui est l'ancien directeur du bureau de l'AFP à Jérusalem. Bonjour Patrick, est-ce que vous m'entendez? Patrick Anidjar, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous trouvez actuellement? Alors, je me trouve à quelques kilomètres de la frontière avec le Liban, près de Naharia. Naharia, c'est donc une station balnéaire sur la côte donc méditerranéenne, tout près du Liban. On a beaucoup de mal à circuler, beaucoup de routes sont fermées. On voit des convois de camions qui transportent de l'artillerie, des canons d'artillerie. Donc on sent bien, on a vu des tanks, il y a des transports de troupes qui sont massés près de la frontière. Ça, on a pu voir ça, mais on peut pas voir grand chose de plus. Et tout ce qu'on sait, c'est que la situation est très tendue. La situation est très tendue et il y a des incidents qui sont très très isolés pour l'instant. On sent que le Hezbollah est en train de titiller l'armée ici en Israël. Et attendez, je vais sortir parce qu'il y a beaucoup de bruit là où je me trouve. Est-ce que vous m'entendez toujours? On vous entend, Patrick Anidjar, allez-y. On vous entend toujours? Oui, on vous entend très bien. Ok, alors ce que je veux dire, c'est que on sent vraiment que quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Il n'y a pas de doute que l'armée israélienne va lancer une opération. Je pense que ça fait de doute pour personne. Et je parle de la bande de Gaza. Et je pense qu'à partir du moment où ça sera déclenché dans la bande de Gaza, parce que ce qui s'est passé nécessite évidemment une riposte qui doit être très très forte. Et il est très très possible, et c'est le scénario en tout cas que donnent les responsables militaires ici, il est très possible que ça s'embrase à la frontière nord, donc avec le Liban et avec le Hezbollah, là où je me trouve. Donc ça voudrait dire qu'on aurait une guerre sur plusieurs fronts contre le Hamas dans la bande de Gaza. Ça veut dire qu'il y aurait une guerre sur deux fronts, au nord avec le Hezbollah, une guerre avec le Hamas au sud, et on espère qu'il n'y aura pas un troisième front avec la Judée-Samarie, la Cisjordanie, peu importe comment on l'appelle, qui se réveillera aussi et qui pourrait constituer effectivement un front. À ce moment-là, ça ferait trois fronts, ça fait beaucoup. Je veux même pas parler des Arabes israéliens qui représentent 20% de la population en Israël. Et il y a déjà des discussions pour dire qu'il faut les contenir, il faut essayer de voir si eux peuvent bouger, pas bouger, que ce secteur de la population qui se trouve à l'intérieur des frontières reconnues internationalement donc par les Nations Unies, que ces gens-là se mettent en mouvement et fassent aussi des problèmes, causent aussi des problèmes. Voilà. C'est pas quelque chose de facile auquel on assiste en ce moment. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que ça démarre par une tragédie, un massacre d'une violence et d'une barbarie pareille. Patrick Anidjar, merci pour cette première intervention sur RCJ. Si vous le voulez bien, nous allons nous interrompre pour une page de publicité. Et si vous en êtes d'accord et si vous en avez la possibilité, on se retrouve dans quelques minutes pour reprendre le fil de cette interview, si vous êtes disponible, bien évidemment. Alors, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr de pouvoir. Rappelez-moi plus tard si c'est possible. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Anidjar, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RCJ. Et peut-être à tout à l'heure. Vous écoutez RCJ, édition spéciale jusqu'à 13h. Nous suivons minute par minute l'évolution de la situation en Israël, sur le front nord, avec de vives tensions à la frontière avec le Liban, sur le front sud où des troupes israéliennes sont massées avant une intervention terrestre et peut-être même également navale, peut-être même également aérienne qui a déjà commencé d'ailleurs contre la bande de Gaza. Nous suivons également attentivement l'évolution de la situation en Cisjordanie et puis avec notre correspondante Emmanuel Ada qui nous fait régulièrement des points sur ce qui se passe en Israël. Nous marquons tout de suite une pause de pub. À tout de suite sur RCJ.
Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller. L'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 €, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FSJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org, rubrique Appel à projet Noé. noépourlajeunesse.org. Le Centre d'art et de culture présente la 21e édition du festival Jazz & Klezmer, du 9 au 19 novembre 2023. Une édition exceptionnelle avec les plus grands noms du jazz. Le trompettiste Avishai Cohen, Itamar Borochov, Daniel Zimmerman, David Elmalek, Madeleine et Salomon, les meilleurs artistes klezmer avec Denis Cugnot, Boube Meise, Golem Rock, Israeli Klezmer Orchestra. Le festival Jazz & Klezmer, c'est 17 concerts à Paris et dans toute la France, du 9 au 19 novembre. Infos et renseignements sur jazzandklezmer.fr et sur les billetteries habituelles. Avec le FSJU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, La Tête, la Chavaya Israéli et le FSJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org/urgence-israël. don.fju.org/urgence-israël. Et il est 12h sur RCJ, édition spéciale jusqu'à 13h en direct d'Israël avec nos correspondants, nos analystes, des commentaires, des explications sur ce qui se joue depuis ce matin concrètement sur le terrain. Emmanuel Ada, vous êtes toujours en ligne avec nous depuis Tel Aviv. Absolument, Laurence, je suis avec vous. Si vous voulez bien, on va refaire un point exactement sur les différents fronts qui semblent se dessiner depuis 24 heures. À la fois le sud Liban où les tensions sont très vives, vous l'avez rappelé, on en a beaucoup parlé depuis une heure. Également sur l'opération terrestre qui se prépare avec contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et on dira peut-être un mot également de ce qui se passe en Cisjordanie où des tensions sont également à craindre. Absolument, comme vous l'avez bien dit, Israël va certainement faire face à une guerre multifront. Alors le Hezbollah a depuis plusieurs jours attiré l'attention de Tsahal sur le front nord. L'armée est déjà entièrement mobilisée, elle est prête. Les populations du nord ont été prévenues, ils ont leurs abris qui sont ouverts et prêts. Depuis ce matin, donc, on a reçu un rapport du Magen David Adom qui nous annonce un mort, une personne de 40 ans et 3 blessés israéliens par un tir anti-char. Tsahal a riposté avec des tirs de mortier sur la zone. Un responsable du Hezbollah a annoncé sur la chaîne Al Jazeera avoir tiré sur le village israélien de Shetula. À l'heure actuelle, Tsahal continue de tirer sur des cibles militaires du Hezbollah vers le Liban. Et puis l'aide américaine est arrivée. Le porte-avions Eisenhower a rejoint aujourd'hui le porte-avions Gerald Ford qui est déjà accosté en Méditerranée orientale. Les Américains ont déclaré que leur navire serait utilisé pour détruire les missiles lancés par le Hezbollah. Le Hezbollah qui affirme avoir hissé un drapeau à eux sur un avant-poste de Tsahal. Et puis, selon la presse des milices pro-iraniennes, on vient d'en parler, des milices pro-iraniennes d'Irak sont arrivées en Syrie et au Liban et attendent leurs ordres de Téhéran. Alors, vous qui suivez de très près cette actualité en Israël, vous suivez l'actualité donnée par les médias israéliens. Est-ce que
on parle, on évoque la possibilité, est-ce qu'on redoute la possibilité d'un embrasement général dans la région avec l'entrée en guerre, hein, je dis les mots tels qu'ils me viennent, avec une entrée en guerre de l'Iran aux côtés du Hezbollah contre Israël. Est-ce que c'est une hypothèse qui est envisagée ? Alors l'Iran, dans la presse israélienne, on parle de l'Iran bien évidemment comme étant derrière et le Hamas dans la bande de Gaza et derrière le Hezbollah au sud Liban. Donc effectivement, l'Iran est là présent derrière toute cette violence et derrière ce conflit. Maintenant, l'Iran a également menacé qu'en cas de poursuite d'offensives israéliennes dans la bande de Gaza, l'Iran serait prête à intervenir. Mais on garde, et on dit ça avec beaucoup de précautions, parce que pour le moment, vous savez, les informations, elles sont vraiment triées sur le volet. Ça, elle fait très attention aux communiqués qu'elle envoie. Les journalistes également essayent de faire très attention. Il y a beaucoup d'informations qui circulent également sur les réseaux parallèles comme Telegram et Twitter. Donc nous, journalistes, on doit être très prudents sur ce que l'on annonce. Alors effectivement, les forces de Tsahal sont prêtes au sud Liban, comme en tout cas la frontière nord, comme on vient de le dire. Les Américains sont là avec nous, à nos côtés. C'est bien sûr le front iranien qui les intéresse, c'est le front nord qui les intéresse. Ils n'interviendront pas sur le front sud à Gaza. Comme le disait un de vos invités tout à l'heure, ce ne sont pas pour les beaux yeux d'Israël qu'ils sont là. Ils ont aussi des intérêts bien sûr. Bien évidemment. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on fasse également un petit point sur Gaza, sur Absolument. le sud, Tsahal a attendu jusqu'à maintenant avec beaucoup de patience que les civils du nord de la bande de Gaza soient évacués. Il y a un certain nombre de plus de 120 000 personnes qui ont déjà été évacuées du nord de Gaza. Ils ont reçu de nombreux avertissements, mais le Hamas fait tout pour les en empêcher, fait tout pour les empêcher de fuir en bloquant la circulation, en détruisant leurs voitures. Parce que le Hamas cherche à utiliser ces populations civiles comme des boucliers humains. Un couloir humanitaire a été mis en place et une carte a été envoyée, distribuée par Tsahal avec le trajet du couloir humanitaire que les citoyens, les civils de Gaza pourraient utiliser. C'est du jamais vu en matière militaire, il faut le dire, Laurence, et c'est important pour les médias et pour vous en France de communiquer ça autour de vous, aux journalistes français. Israël et Tsahal maintient sa position d'armée humanitaire. Restez avec nous, Emmanuel Ada, depuis Tel Aviv. Juste rajouter, oui, Laurence, je vous en prie. Un cabinet spécial du gouvernement, le cabinet ministériel, va se réunir dans quelques minutes et c'est une information très importante parce que des décisions évidentes vont être prises. Merci, vous restez avec nous bien évidemment, Emmanuel Ada. Elie Barnavi est en ligne avec nous depuis Tel Aviv également. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Barnavi ? Oui, très bien. Bonjour, vous êtes historien, la communauté juive française vous connaît bien puisque vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris. Elie Barnavi, de manière globale, quelle est votre analyse, votre regard de la situation ce matin, alors qu'on attend de manière imminente cette offensive de Tsahal contre la bande de Gaza, et alors on en parle depuis ce matin que le front à la frontière nord avec le Liban risque de s'embraser également. Je suppose que, comme vous, de ce point de vue, tout le monde est logé à la même enseigne et partagé entre la conviction qu'il fallait faire quelque chose de dramatique, que cette fois-ci, on ne pouvait pas recommencer comme auparavant, qu'il fallait un traitement de canal, si vous voulez, à cette dent pourrie qu'est le Hamas. Et d'un autre côté, l'angoisse à la fois face aux inconnus d'une invasion militaire et effectivement au risque d'embrasement de la région avec une possible implication du Hamas. Donc tout ça, on est dans l'expectative
on va voir, puisqu'on est réduit à des suppositions, des conjectures. C'est une situation extrêmement difficile. Mais nous serons assez tôt fixés, je crois. C'est une question de jour. Est-ce que, Libar Navi, je pose la question à l'ancien diplomate que vous êtes, est-ce que l'attitude très ferme et les nombreuses mises en garde américaines adressées à l'Iran peuvent contenir les attaques en provenance du Liban et du Hezbollah? C'est ce que les Américains tentent de faire? Oui, c'est une vaste opération de dissuasion, en fait. Ils ont envoyé un porte-avions, ils en envoient un deuxième, toute une flottille. C'est un énorme déploiement de puissance et qui dit ce qu'il dit. C'est-à-dire, le président Biden m'a dit des mots, il a répété 2 fois, don't, ne songez pas, ne le faites pas. Et c'est... Alors, la dissuasion, ça a des limites, on verra comment ça va marcher. Et le Hezbollah, c'est intéressant parce qu'il est lui-même déchiré entre l'envie de se mêler de ce qui se passe, d'ouvrir un deuxième front, conforme à son idéologie, à sa raison d'être. Et en même temps, contrairement au Hamas, c'est un acteur national. C'est un parti armé libanais. Le Liban, la dernière chose dont il va avoir besoin, c'est d'une nouvelle campagne militaire qui sera dévastatrice. Le Liban, dans une situation économique, sociale, morale, catastrophique. Et donc, il faut que le Hezbollah il réfléchisse à 2 fois. En même temps, il est poussé par l'Iran. Il est poussé par sa base. Combien de temps il pourra résister à la pression, ce n'est pas clair. Ce qu'il fait pour l'instant, c'est il essaie de montrer qu'il existe. Il multiplie les provocations sur la frontière nord. Mais pour l'instant, c'est gardant bien d'ouvrir véritablement un deuxième front. Là encore, on n'en sait rien. On attend. C'est-à-dire si beaucoup dépend de la manière dont se déroulera l'opération à Gaza, si cette opération se passe bien, c'est-à-dire si nous parvenons à éliminer le Hamas, il y réfléchira 2 fois. S'il sent que son intervention peut faire la différence, là oui, il peut être tenté de jouer avec le feu. Alors, ce qu'il a perdu, déjà, c'est l'effet de surprise. Il y a d'énormes forces militaires israéliennes qui sont massées sur la frontière nord, et il le sait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il a attaqué, il a attaqué par surprise. Il a fait des opérations coup de poing, et là, ce sera impossible. Il a face à lui une véritable armada. Donc, tout cela, pour vous dire qu'on n'en sait rien, nous connaissons les éléments du problème, nous ne savons pas comment il va se solutionner. Est-ce que tous ces mouvements terroristes, Hamas d'un côté, Hezbollah de l'autre, est-ce qu'ils ont des connexions? Est-ce qu'ils se concertent? Est-ce qu'ils ont une stratégie commune? Ou est-ce que finalement chacun agit de son côté? Ils ont des intérêts qui ne convergent pas nécessairement, mais ils font partie d'un front commun. Ils se concertent. Ils ont des parrains communs, notamment l'Iran, des sources de financement et d'armement communes. Et il faut le voir comme membre d'une seule coalition, une coalition anti-israélienne. Bien entendu, il y a des coordinations, probablement plus fortes comme on le pense, y compris au niveau opérationnel. C'est la force Al-Quds des gardiens de la révolution d'Iran qui fait ce travail de coordination. Alors, une coordination qui a des limites, encore une fois, parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas forcément exactement les mêmes intérêts, ni le même environnement. Le Hamas agit seul, il ne dépend de personne. Il est souverain dans la bande de Gaza, alors que le Hezbollah, il est au pouvoir, mais il n'est pas seul. Il y a quand même une opinion libanaise. Tout le monde n'est pas pro Hezbollah au Liban, on s'en fout.
les chiites le savent, encore pas tous, ni les sunnites, les chrétiens. Enfin, vous connaissez l'échiquier très compliqué libanais. Et donc, il faut qu'ils fassent attention à cela. Mais coordination, certainement, but commun, but de guerre commun anti-israélien, idéologie commune, tout cela, évidemment, existe. Et qu'en est-il, Elie Barnavi, de la population palestinienne qui vit en Cisjordanie? Je ne vous parle pas des Arabes israéliens, je parle des Palestiniens du Cisjordanie. Est-ce qu'on peut craindre un soulèvement? Il y a déjà eu des attentats ou des tentatives d'attentats commis contre des Israéliens ces derniers jours. Est-ce que cette opinion publique palestinienne, on a une idée de ce qu'elle pense? Est-ce que finalement elle soutient les opérations du Hamas, ou est-ce qu'elle se dit peut-être c'est pour nous l'occasion de nous débarrasser enfin du Hamas qui terrorise et détourne une partie de l'argent qui est destiné à la population palestinienne? Est-ce qu'on a une idée de son état d'esprit? Il est difficile de se faire une idée précise de ce qui se passe. Il faudrait pour ça des études d'opinion très fines et personne n'a ni le moyen ni le temps de se livrer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une sympathie générale pour ce qu'ils appellent la résistance, que la Cisjordanie bout de passion nationaliste et qu'il y a sans arrêt des incidents tous les jours de plus en plus graves. On ne fait pas attention parce que les regards sont fixés sur Gaza, mais il y a des morts en Cisjordanie tous les jours. Il faut ajouter à cela... Alors, est-ce qu'on va réussir à maintenir le couvercle sur la Cisjordanie et sur Jérusalem, sur la Jérusalem arabe? C'est la grande question. Parce que vous avez raison de le souligner, il ne s'agit pas que des deux fronts, sud et nord, il y a aussi un troisième à l'est, et il peut lui aussi s'embraser. Le dernier round à Gaza a été provoqué par la situation à Jérusalem, je vous le rappelle. Alors, je ne sais pas comment tout cela va tourner. Ce que je sais, c'est que comme nous avons le regard tourné vers Gaza, il y a des éléments extrêmes chez les colons qui tentent d'en profiter parce que pour eux, ça, ils le disent très, très librement, pour eux, un embrasement de la Cisjordanie, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, si je puis dire, et réoccuper, par exemple, la zone D, se débarrasser de l'autorité palestinienne. Il y a toutes sortes de plans qui courent de cette manière. L'armée a fort à faire pour calmer les passions de deux côtés en Cisjordanie. Et puis il y a un dernier front dont on ne parle pas, et heureusement, c'est le front intérieur. Ce sont les villes mixtes israéliennes. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en mai-juin 2021. Ça a été une vraie tragédie. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe dans le calme. Les chefs politiques des Arabes israéliens font du faux et ils font la déclaration qu'il convient de faire. Et il y a une vraie coopération avec la police et avec les dirigeants juifs israéliens pour maintenir la situation dans ces villes mixtes sous contrôle. Et là, je crois que ça va plutôt bien se passer. Une dernière question, Elie Barnavi, une question de politique intérieure israélienne. Est-ce que ce gouvernement d'union nationale qui a été formé par Benjamin Netanyahou et dans lequel est entré notamment Benny Gantz, ancien chef d'état-major de Tsahal, est-ce que ce gouvernement vous paraît suffisamment solide et uni pour faire face à cette situation, l'une des plus difficiles de l'histoire d'Israël? Alors, ce n'est pas proprement parler le gouvernement d'union nationale, c'est Benny Gantz, Gadi Eisenkot et d'autres sont rentrés sans portefeuille pour intégrer un cabinet de guerre restreint qui n'est pas un gouvernement national. Et donc, je pense que oui, il fallait le faire. Et c'est
cette cellule, ce cabinet de guerre qui est très restreint, il a les moyens, les capacités de conduire la campagne militaire. Il est fait pour ça, il a été créé pour ça, et je pense qu'on peut lui faire confiance pour faire le travail. Une fois que cette campagne sera terminée, on retournera à la politique, le gouvernement, ce cabinet se défera, et il va falloir songer à réaligner complètement les forces politiques de ce pays. Le gouvernement que nous avons a failli misérablement. Il va le payer. Nous sommes en train de vivre les dernières semaines ou mois, peut-être, on verra. Tout dépendra de la longueur de la campagne à Gaza. En tout cas, la dernière étape de ce gouvernement, et tout cela va déboucher sur une commission d'enquête. Comme après la guerre de Kippour. Comme après la guerre de Kippour, et Merci. avec des nouvelles élections. Merci beaucoup. Merci infiniment, Elie Barnavi, d'avoir été en ligne avec nous depuis Tel Aviv. Je rappelle que vous êtes historien, diplomate et ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci beaucoup pour votre analyse. Nous vous retrouverons dans ces prochains jours, toujours sur notre antenne. Merci beaucoup. Volontiers. Au revoir. Bonne journée. Nous sommes sur RCJ, les 12h20. Nous allons parler à présent du FSJ, du Fonds social juif unifié, qui apporte sa contribution à la population israélienne sous forme d'envoi de colis humanitaires. Ariel Goldman, le président du FSJ, m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Ariel. Bonjour Laurence. On va prendre tout de suite, si vous le voulez bien, Julie Guez, la directrice de la philanthropie. Bonjour Julie, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, je suis désolée si le son n'est pas très bon, parce que je suis dans les entrepôts à côté de l'aéroport pour un envoi effectivement humanitaire dans quelques heures. J'espère que vous m'entendez. On vous entend Julie, alors racontez-nous exactement ce que vous faites en ce moment même. Écoutez, actuellement on est tous mobilisés aux abords de l'aéroport, puisque d'ici quelques heures on a un premier envoi de matériel qui va pas tarder à partir. Je le répète, grâce au soutien évidemment de nos partenaires, grâce au soutien d'un réseau de bénévoles extraordinaire, grâce au soutien de fournisseurs, ils sont assez nombreux, mais on va quand même prendre un petit instant pour les citer, que ce soit le Vieux Campeur, Célio, que ce soit Addis, que ce soit Franprix, bref, tous se sont mobilisés à nos côtés depuis mercredi soir pendant 3 jours et 3 nuits pour nous permettre d'avoir des centaines et des centaines, voire des tonnes de colis qui ne va pas tarder à partir. Alors, écoutez, on a cité un certain nombre de choses, mais vous vous en doutez, on fait partir des palettes entières de tentes de camping, de sacs de couchage, de pantalons, de lampes frontales, de jumelles, des poches, des trousses de premier secours, du lait maternel, bref, tout ce qui nous est demandé, tout ce qui manque désormais et dont on a besoin là-bas. Je suis extrêmement émue de cette solidarité, je suis extrêmement fière de tout ce qui est en train d'être fait, d'être monté, et on va vous envoyer bien évidemment dans les meilleurs délais des images et des photos pour que tous vous rendiez compte de pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin de vos dons, pourquoi est-ce que cette chaîne humanitaire financière également est tellement importante, parce que sans cela, on ne peut pas monter des opérations de ce type. Et dans quelques heures, on aura effectivement cet avion qui sera affrété et qui atterrira. Et croyez-moi, ils en ont besoin sur place en Israël. Puisque vous êtes une opérationnelle, Julie Guez, je profite de vous avoir à l'antenne pour demander de quelle manière il faut procéder pour s'associer à cette initiative du FSJU, si on veut envoyer un don financier, si on veut tout simplement, quels sont les besoins. Il faut apporter des vêtements, des denrées alimentaires. Non, surtout pas. Effectivement, et nous, je vous rappelle, nous coordonnons depuis Paris et en région le flux financier qui permet effectivement d'avoir ces palettes de produits par centaines, par milliers, de tout ce que je viens de vous énumérer. Et encore, je suis très loin de tout ce qu'il y a ici. On ne fait pas de récolte en tant que telle de produits. On a besoin uniquement d'une très grosse chaîne de solidarité financière. Et pour ce faire, on donne sur don.fsju.org, don.fsju.org. Les dons, évidemment, sont fléchés sur le fonds dédié spécial Urgence Israël, et croyez-moi, ils sont utilisés à bon escient. Dès que l'on peut, on vous montre des images. Merci beaucoup Julie Guez, directrice de la philanthropie du FSJU. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Je me tourne à présent vers vous, Ariel Goldman. Cet immense élan de solidarité de la communauté juive française vis-à-vis d'Israël,
il ne vous étonne pas? Non, il ne m'étonne pas. D'abord parce que, bon, on le ressent, chacun reçoit des appels, des messages WhatsApp. Et puis, concernant le Fonds social juif unifié, il ne faut pas oublier, si on fait un peu d'histoire, qu'en 1967, lorsque les pays arabes menaçaient de jeter Israël à la mer, selon leur expression, eh bien, déjà, le Fonds social juif unifié, l'appel unifié juif de France était mobilisé. Et c'est dans notre ADN aussi que d'être un soutien permanent à Israël. Alors, en plus de ce que Julie Guez vient de dire, effectivement, des collectes qui sont acheminées en Israël, des dons qui sont partis. Moi, j'ai donné l'ordre qu'on soit dans un circuit court, hein, c'est-à-dire que quand les dons arrivent, ils repartent immédiatement vers Israël, soit l'association La Tête, soit les populations du Sud avec lesquelles nous sommes en contact, notamment le fameux et malheureux kibbutz Kerem Shalom qui a été durement frappé la semaine dernière. Le rôle du Fonds social, c'est aussi de coordonner les actions parce qu'on voit beaucoup de choses qui fleurissent. Et puis parfois, vous savez, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et il y a des initiatives qui se heurtent à un mur. Je vous donne un exemple. Si vous voulez envoyer des médicaments en Israël sans le faire de manière sécurisée et professionnelle, eh ben, ils n'arriveront jamais parce que les douanes vont bloquer, parce qu'on n'envoie pas comme ça des médicaments. Pareil pour la fameuse question des gilets pare-balles. On a entendu la semaine dernière, on a lu sur les réseaux qu'il fallait envoyer des gilets pare-balles. Résultat, il y a certaines personnes qui ont réussi à faire passer ça, mais c'est arrivé en Israël et l'armée a dit ils ne sont pas aux normes, donc ils n'ont servi à rien. Donc, il faut passer par les canaux autorisés. Les canaux autorisés, c'est ceux des associations humanitaires comme le CRIF, comme le Fonds social. Et sur l'action politique, il faut passer par le CRIF. Nous avons mené une réunion la semaine dernière de coordination avec toutes les associations membres du CRIF. Nous menons ce matin, j'en viens et je vais y retourner, c'est pour ça que je suis un peu rapide, à une réunion de bénévoles parce qu'on veut canaliser les énergies sur le soutien à Israël, sur la lutte contre la désinformation, sur les problèmes d'insultes et d'injures sur Internet et sur tous les réseaux sociaux, sur les questions éducatives, parce qu'on voit que le débat, je ne parle évidemment pas de la dramatique affaire d'Arras, mais on voit que dans les écoles, le ton monte, dans les universités, le ton monte. On en a parlé avec Charlotte Cobel, la secrétaire d'État à l'enfance, vendredi, y compris dans les écoles primaires, dans les cours d'école d'enfants extrêmement jeunes, il y a des insultes antisémites qui commencent à fuser ici ou là. Tout à fait, et ça fait partie des actes, certains font partie des actes que le ministre de l'Intérieur a dénoncés hier. Il faut savoir qu'en une semaine, on a eu plus de la moitié du nombre d'actes qu'on a eu en une année 2022. 189 actes antisémites commis en France depuis une semaine, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin hier. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, enfin c'est du déjà vu, mais c'est vertigineux. Et déjà l'année dernière, on avait eu plus de 300 actes, c'était une petite baisse, mais c'est énorme. Donc là, on va être dans une année terrible. Bon, mais ça, c'est pas la question des chiffres. La question, c'est la question des femmes et des hommes et des enfants qui subissent ces attaques. Donc la communauté juive dans son entier, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Toutes les organisations, associations de la communauté juive sont ensemble pour réfléchir à quoi? À une stratégie commune? À une stratégie commune, à des actions communes, à éviter les dispersions, à éviter les actions individuelles qui souvent aussi, autre exemple, les collectes. Beaucoup de collectes qui sont bloquées parce que par exemple, quelqu'un va dire « moi mon cousin est dans une base et il manque de ci ou de ça ». Collecte. La banque va bloquer. Parce que les banques françaises qui voient marqué comme motif de virement aide à Tsahal, soldats israéliens, elles bloquent parce qu'il y a des normes, il y a des règles de compliance dans les banques. Donc là aussi, il faut passer par les associations autorisées, par les canaux autorisés. Je crois que l'ambassade d'Israël en France a très bien fait les choses en donnant les 3 ou 4 grandes associations qui peuvent recevoir des dons, qui sont habilitées par elles à recevoir, et notamment le Fonds social juif, mais pas seulement. Il y a aussi le Keren Hayesson, il y a aussi Magen David Adom, il y a aussi la Viso. Voilà, pour citer tout le monde. Je crois qu'il faut vraiment faire attention dans cette période. À ne pas céder à la panique, ça on en parlera peut-être une autre fois, mais il faut que la vie continue, il faut qu'il y ait vigilance, mais que la vie continue, et aussi ne pas céder au désordre. C'est pas parce qu'on a une angoisse, parce qu'on se dit qu'on voudrait faire quelque chose, qu'il faut mal utiliser et canaliser son énergie. Une dernière question, Ariel Goldman. Vous êtes un des principaux, très rapidement. On voit sur les groupes WhatsApp de la communauté juive fuser à tout instant des informations pour signaler une agression antisémite par-ci, une autre par-là. La plupart du temps, ces faits sont faux. Quel message vous pouvez envoyer à la communauté juive
pas de panique, pas de partage de contenu non vérifié? Je crois qu'il faut se référer aux fondamentaux. Il y a un service de protection de la communauté juive, le SPCJ, qui fonctionne formidablement bien, qui a déjà affronté des crises, qui a affronté Toulouse, qui a affronté l'hypercachère, qui a affronté des crises en Israël, des crises à Gaza. Donc il y a un numéro vert, 0800 18 26 26. Il faut téléphoner pour signaler, il faut vérifier si c'est vrai, et il ne faut pas relayer tout et n'importe quoi. Et surtout, il faut se calmer. Et si on a un très très gros stress, qu'on est très mal parce qu'on voit des informations, on voit des images, vous savez ce qu'on fait? La cellule d'écoute psychologique du FSJ. La cellule d'écoute psychologique qui a été mise en place par le FSJ et toutes les organisations de la communauté, la cellule de crise de la communauté. Il y a aussi une chose qu'on peut faire et qui marche très bien, c'est à chaque fois qu'on s'angoisse trop, d'avoir une pensée pour nos frères, les otages, les soldats qui vont partir au front, leurs familles, et se dire que nos petits soucis d'un livreur qui a peut-être mal parlé ou d'une enfant qui a peut-être mal parlé à l'école, c'est bien peu de choses par rapport à l'immensité des drames qui se jouent là-bas, c'est en Israël. Merci infiniment Ariel Goldman, président du FSJ, d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale 12h29. Tout de suite, nous reprenons la direction d'Israël. Laurence Azincote, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, merci de prendre quelques instants pour vous exprimer, pour témoigner au micro de RCJ. Vous êtes une habitante de la ville d'Ashkelon. Racontez-nous ce que vous vivez au quotidien depuis une semaine, Laurence Azincote. Ce qu'on vit, c'est difficile d'exprimer vraiment par les mots ce qu'on vit. C'est pas facile. Ashkelon, c'est une ville où on souffre régulièrement d'attaques et de missiles qui tombent chez nous, mais cette fois-ci, c'est différent. On a eu en une semaine plus de 1200, à peu près 1200 roquettes qui sont tombées sur Ashkelon. 173 ont touché des maisons ou des voitures. Et on a eu des infiltrations de terroristes jusque dans Ashkelon, ce qui est vraiment une nouveauté. C'est très effrayant. Et je reçois beaucoup de coups de fil, parce que je suis avocate aussi sur Ashkelon, donc je reçois des appels de gens qui me demandent de les aider à obtenir une arme. Voilà où on en est sur Ashkelon. Il y a 50% de la population qui a fui la ville. C'est une ville morte. Il n'y a personne dans les rues. On se croirait le jour de Kippour. Personne n'est là. Voilà. Il n'y a que les magasins alimentaires et les pharmacies qui sont ouvertes. Et voilà, on attend. Alors on s'occupe. On essaie d'aider, de faire des paquets pour les soldats ou pour les familles nécessiteuses. On fait des gâteaux, on fait des choses pour essayer de s'occuper l'esprit en attendant la prochaine salve de missiles qui arrive et qui inévitablement tombe sur des maisons, parce qu'ils nous envoient des fois 200 missiles d'un seul coup, ce qui fait que le kippa de Barzel, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est la défense, les missiles qui défendent ils peuvent pas faire face à 200 missiles qui arrivent sur Ashkelon, donc forcément ça tombe sur des maisons. Et c'est un petit peu une roulette russe. On espère que ça tombe pas chez nous, donc c'est vrai qu'on rentre dans les abris, mais il y a des gens qui n'ont pas d'abri. Il y a des quartiers. Oui. Il y a des quartiers où il n'y a pas d'abri, des vieux quartiers où la socio-économique c'est un petit peu plus bas que là où j'habite, et où il n'y a pas d'abri. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se retrouvent dans les cages d'escalier ou par terre dans la rue, les bras sur la tête pour éviter les missiles. Mais le moral est bon quand même. Voilà, je vous ai dépeint une situation très apocalyptique, mais en fin de compte, le moral est bon. On s'organise, on est fort, et on est fort parce que on a nos soldats qui vont bientôt rentrer et qui vont, j'espère, venger. C'est parce que c'est exactement le sentiment qu'a tout Israël. Il faut en finir avec ces animaux. Oui, vous sentez autour de vous, Laurence Azincote, cette détermination du peuple israélien, cette fois-ci, même au prix de nouveaux morts, même au prix de nombreuses pertes, avec tous ces jeunes qui sautent au front. Cette fois-ci, il faut en finir avec le Hamas. La population israélienne est unie derrière le gouvernement, c'est ce que vous nous dites?
Oui, absolument. Et je vais vous dire même ce que je pense. Je ne suis pas quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un de croyant, mais sans être religieux. Mais pour moi, samedi 7 octobre, le jour de Simchat Torah, il y a eu plus de 1300 personnes qui ont été assassinées sauvagement. Je ne vous parle pas de ceux qui sont en captivité par le Hamas. Je vous parle de ceux qui sont effectivement morts, plus de 1300 personnes. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas religieux, pour moi, ce sont des tzadikim, ce sont des saints. Ils ont donné la possibilité à la population de s'unir. Ça veut dire, vous avez, on voit dans les yeux de chaque soldat qui viennent de gauche, de droite, haredi, dati, religieux ou pas religieux, c'est pas très très grave. C'est-à-dire tous ces gens-là ont un seul but, anéantir l'ennemi et leur montrer que cette fois-ci, on n'est pas des moutons. Ça peut plus continuer comme ça. Laurence Azancot, oui, pardon, je vous laisse continuer, excusez-moi. Non, c'est tout ce que c'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est un sentiment, c'est très mitigé. Alors, vous savez, passer un peu par toutes les phases au début, on était un petit peu choqués. Après, on était après très en colère. On se dit où était le modine, les renseignements, mais c'est pas la question maintenant, on réglera ces problèmes après. Maintenant, on est dans une phase où il faut vraiment passer à l'offensive. Et si nous, à l'arrière, on n'est pas fort, nos soldats le ressentent. Et donc, les comptes seront réglés après parce qu'il y a des comptes qu'il va falloir régler. Mais l'essentiel maintenant, c'est de donner toute la force possible à nos soldats, de n'importe quelle manière. Merci infiniment, Laurence Azancot. Vous n'avez pas l'intention de quitter votre ville d'Ashkelon. Vous allez rester jusqu'au bout, même en cas d'une guerre qui va durer peut-être plusieurs semaines. Oui, non, je partirai pas d'Ashkelon, il n'est pas question que je parte. Hier, je suis partie simplement me rafraîchir chez mon père qui habite du côté de Natania. Mais je suis partie 3-4 heures, mais je vais vous dire, j'ai laissé mon mari à la maison, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Je ne fuirai pas ma ville, non. Merci beaucoup, Laurence Azancot, d'avoir été en ligne avec nous depuis Ashkelon. Merci infiniment pour ce témoignage qui parle à notre cœur, à nous ici, les Juifs de France. On vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis la phrase que je répète à tout le monde depuis une semaine. Am Echad, nous sommes tous unis, communauté juive du monde entier et peuple d'Israël, Am Israël Chai. Merci infiniment, Laurence Azancot. Merci à vous et faites attention aussi à vous en France. On pense à vous aussi. Merci beaucoup. Sans transition, David Halévy est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Halévy. Bonjour madame. Vous êtes ministre conseiller à l'ambassade d'Israël en France. Vous êtes à Paris. J'ai envie de vous poser une première question un peu générale. Que pouvez-vous nous dire à 12h36 heure de Paris sur ce qui se passe actuellement en Israël? De quelles informations disposez-vous à la fois sur ce qui se passe à la frontière avec le Liban? On en a beaucoup parlé depuis ce matin, mais également sur ce qui se prépare, cette offensive terrestre annoncée comme imminente contre le Hamas dans la bande de Gaza. Eh bien, au nord du pays, il se passe avec une intensité plus ou moins grande ce qui se passe depuis quelques jours, c'est-à-dire des tentatives d'infiltration en Israël. Et face à cela, Tsahal réagit par des tirs sur les sources de tirs de missiles ou de roquettes sur Israël. Et nous, Israël, par rapport à ces possibilités d'élargissement de conflit, il y a déjà un élargissement d'une intensité pas dramatique. Nous appelons et nous sommes en contact avec la communauté internationale pour qu'elle fasse pression sur les acteurs régionaux pour éviter justement que ce conflit s'élargisse et devienne un véritable conflit régional. C'est dans ce contexte, on a aujourd'hui la visite de Madame Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, qui se trouve
donc en Israël, qui entre autres a rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Cohen, et je suis persuadé que ce message a passé également ce matin. David Halevi, est-ce que le poids et l'influence des États-Unis et les mises en garde répétées de Washington à l'égard de l'Iran vont peser leur poids? Est-ce que finalement, au niveau des relations internationales, c'est cette attitude des États-Unis qui sera déterminante sur une implication directe ou non de l'Iran dans ce conflit contre Israël? Il est clair que le poids des États-Unis est, je dirais, une clé dans ce que la communauté internationale peut faire par rapport à l'Iran, le soutien de l'Iran au Hamas et au Hezbollah. Et est-ce que cela suffira? L'avenir nous dira. Je pense que personne ne peut dire à ce moment ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël est réconforté et soutenu à la fois par les messages, et notamment du président Biden dans son allocution il y a quelques jours, mais aussi par le fait que les États-Unis aident Israël militairement au travers de l'envoi de deux porte-avions et la fourniture de munitions et d'armements qui sont si importants à ce moment-là. Daniel Halevi, Israël se prépare donc à une offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de soldats israéliens se préparent à entrer dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est une question d'heure à présent, même si la population palestinienne du sud de Gaza n'a pas pu être évacuée en direction de l'Égypte? L'armée israélienne entrera quand même en dépit de tout? Je pense que nos dirigeants politiques et à la suite des messages des dirigeants politiques également, les chefs de l'armée ont dit clairement qu'il y aurait également une réaction terrestre. Et il est clair que celle-ci a été retardée pour l'instant, entre autres par notre volonté d'éviter au maximum les victimes civiles du côté de la population palestinienne innocente à Gaza. Et c'est certainement une des choses qui est prise en compte de façon primordiale, je dirais, par le gouvernement d'Israël dans le contexte de cette opération terrestre sur le territoire de la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Monsieur Halevi, quel est l'objectif de cette offensive terrestre qui se prépare contre le Hamas? Comme je pense le monde entier le sait, aujourd'hui, le Hamas, c'est quelque chose qu'il faut détruire. Cette organisation islamiste, si elle n'est pas détruite à la racine, elle va continuer ses opérations, ses exactions, ses massacres contre Israël. Donc le but déclaré est de mettre le Hamas, mettre fin à la possibilité de Hamas de nuire à Israël, à sa population civile. Des responsables du Hamas ont déjà été éliminés ce week-end par Tzahal, l'armée israélienne. Est-ce qu'on a une idée du nombre de membres de cette organisation terroriste qui restent encore sur place à Gaza? Ça se compte en centaines, en milliers, en dizaines de milliers? Les évaluations parlent entre 20 et 30 000 membres actifs à tous les niveaux dans le Hamas qui sont prêts à faire n'importe quoi pour tuer des Juifs, pour tuer des Israéliens et pour faire face à cette offensive qui se prépare. De combien les tirs de roquettes ne cessent pas depuis la semaine dernière contre Israël? On a une idée de combien de réserves d'armes et de roquettes dispose le Hamas et combien de temps ils peuvent tenir s'ils ne sont... Et d'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent être réapprovisionnés en armes, ces terroristes du Hamas? Je crois que notre hypothèse doit être qu'ils peuvent réagir très très longtemps. On sait qu'une partie des roquettes fabriquées, une partie des roquettes utilisées par le Hamas contre Israël sont des roquettes fabriquées sur le terrain, c'est-à-dire dans la bande de Gaza. Donc, on doit partir de l'hypothèse que la capacité et le potentiel du Hamas de continuer à attaquer les villes en Israël et la population civile israélienne est encore longue.
La question que tout le monde se pose, Daniel Halevi, c'est bien sûr celle des otages. Je vous pose la même question que j'ai posée à Raphaël Jérusalemi. Que peut faire l'armée israélienne si ces otages israéliens, ces femmes, ces enfants, ces personnes âgées sont utilisés comme boucliers humains par le Hamas? Israël va faire évidemment tout. Va faire tout pour que tous ces otages civils de tous âges et d'un nombre très important de nationalités puissent évidemment avoir la vie sauve. Mais il faut bien le dire, la responsabilité est du côté du Hamas. Les otages sont dans les mains du Hamas. C'est évidemment déjà là une violation importante du droit international. Et même si Israël fait tout pour que ces otages reviennent vivants dans leur famille, la responsabilité in fine se trouve dans les mains du Hamas. Une toute dernière question, Daniel Halevi. Il faut s'attendre à une guerre qui va durer longtemps. On parle de semaines, peut-être de mois. Je ne voudrais pas évidemment rentrer dans les détails opérationnels et stratégiques d'une opération qui n'a pas encore commencé. Il est clair que c'est une possibilité, que pour arriver au but et qu'Israël s'est fixé pour cette opération, que les choses prennent longtemps. Mais je ne voudrais pas rentrer dans des chiffres plus précis dans ce contexte. Merci beaucoup, Daniel Halevi, ministre conseiller à l'ambassade d'Israël en France, l'ambassade d'Israël à Paris. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur RCJ. Très bonne journée à vous. Merci à vous également. Il est 12h45 sur RCJ. Nous allons marquer une courte respiration musicale. Nous retrouverons ensuite Emmanuel Ada, notre correspondante en direct de Tel Aviv. Et puis, nous serons également en compagnie de Daniel Hervouet, ancien contrôleur général de l'armée française, qui nous donnera un peu son analyse sur la situation militaire sur le terrain en Israël. À tout de suite sur RCJ. היא יושבה לחלום וסורקה שערה בעיניכם היא פרוצה ובעיניי היא ברא אומר לי מר ליבי היום עלי רע אם רחלה איננה אני הנבא יש לה בריות והולכות הן רכים אך רחלה לי היא ואנוכי לרחל אומר לי מה ליבי היום עלי רע אם רחלה איננה אני הנבא בערב כי אצל משעול הקמה ורחלה אין מי הנשמה שיבולי גבעולי ורחלה עשו שלומי ואנו בי תאחר ומתי במקומי יושבה לחלום וסורקה שערה Édition spéciale. Édition spéciale sur RCJ depuis 11h ce matin jusqu'à 13h pour vous faire vivre minute par minute l'évolution de la situation en Israël et pour essayer de comprendre ce qui se joue concrètement sur le terrain. Daniel Hervouet est en ligne avec nous. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Laurence.
Vous êtes ancien contrôleur général de l'armée française. Est-ce que vous m'autorisez à dire que vous êtes également un grand ami de la communauté juive et d'Israël, un pays que vous connaissez bien, que vous avez visité d'ailleurs il n'y a pas très longtemps? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, si vous me permettez juste deux petits mots, je voudrais vous dire à quel point mon empathie est profonde, ma tristesse aussi, ma révolte. Mais ce qui me rassure énormément, c'est la dignité, le courage, la détermination que les Israéliens manifestent en ce moment pour faire face à cette situation épouvantable. Donc voilà, je suis prêt à répondre à vos questions, Laurence. Là, vous êtes donc un ancien général de l'armée française. En termes de stratégie militaire, j'ai envie de dire, Daniel Hervouet, est-ce que de votre point de vue et selon votre expérience, le rapport de force sur le terrain est en faveur d'Israël, malgré, on en a beaucoup parlé, la probable ouverture de plusieurs fronts simultanément au nord, au sud et peut-être également en Cisjordanie? Oui, le rapport de force est bon, je dirais, en théorie, plus qu'en théorie d'ailleurs, hein, dans la mesure où Israël a mobilisé très largement, dispose d'équipements, de moyens, de capacités de combat extrêmement développées, et en plus, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, puisque dans cette confrontation, dans cette guerre, il y a des risques d'extension non négligeables, hein, qu'on surveille du coin de l'œil en permanence, et ça n'est pas nul. Mais ce qu'il faut voir également, c'est que là, on n'est pas dans le jeu entre Israël et un morceau de Palestine comme d'habitude. Là, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 2 groupes aéronavals américains qui sont prêts à intervenir et à dissuader surtout toute velléité de puissance ou d'éléments de force, de factions terroristes diverses, d'étendre le conflit. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même rassurant. Et ce qui est rassurant également, c'est que dans ce rapport de force, il n'y a pas que les hommes, les canons, les chars, les avions, etc. Il y a également l'attitude des puissances étrangères, des médias internationaux, dont on sait d'habitude qu'ils sont quand même assez rapides à dégainer leur arme morale pour dire à Israël, bon attendez, là maintenant vous faites du mal à votre ennemi, donc il faudrait vous arrêter pour des questions humanitaires. Et ça, bon, il y a quelques voix, bien évidemment, dans le journal que je viens d'écouter, là, que vous avez diffusé, il y est fait allusion assez largement, et notamment à tous ces gens qui prennent plus ou moins le parti de l'ennemi. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Un message du Fonds social juif unifié. Salut, c'est Benjamin. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu veux te rendre utile ? Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre. Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à contactenoé@fjju.org. contactenoé@fjju.org. Toute l'équipe de RCJ vous souhaite Shana Tova. Et si pour bien démarrer l'année, vous décidiez de communiquer sur RCJ, la radio juive. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. 06 03 47 98 36. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein.
Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut national du cancer. Moi, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Qualibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Édition spéciale. Et nous sommes toujours en ligne sur RCJ avec Daniel Hervouet, ancien contrôleur général de l'armée française. Pardonnez-nous, la pause pub est partie malencontreusement. Daniel Hervouet, je vous laisse reprendre le fil de votre propos juste avant la coupure, si vous vous souvenez de ce que vous disiez. Bien sûr. Bien sûr, oui, j'en étais au rapport de force et à la place des médias, des États étrangers, des opinions publiques, etc., qui, cette fois-ci, me semblent plutôt bien disposés, mais j'ai toujours la crainte de voir ressurgir à travers les différentes manipulations auxquelles se livre le Hamas, le doute. J'attends des photos qui émeuvent l'opinion internationale et qui dissimulent en définitive ces centaines de corps que nous avons vus sur les écrans et sur lesquels je ne reviendrai pas tant ces images étaient horribles. Mais on sait très bien que dans les opinions, une intoxication, une manipulation l'emporte assez facilement, parfois sur les dures réalités. Donc j'espère que ça ne va pas évoluer. Il n'empêche que je vois quand même des organisations internationales comme Human Rights Watch qui assez souvent n'hésitent pas à dire que Israël est un pays d'apartheid. Qui là maintenant fait des vidéos, diffuse des vidéos qui ont été d'ailleurs empruntées au conflit ukrainien pour dire que Israël utiliserait des armes interdites, particulièrement mortifères, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez révoltant parce que lorsque vous avez des organismes comme ça qui sont censés défendre les droits, la vérité, etc., vous racontent des mensonges aussi énormes et aussi, écrasants pour la cible qu'est Israël, pour ces gens-là, que vraiment la révolte ne parvient pas toujours à l'emporter sur les méfaits que produisent ces intoxications. Donc pour l'instant, le rapport est favorable dans ce domaine. Je vois en France sur un certain nombre de médias, même si on sent que de temps en temps, certains sont tentés d'utiliser des vocabulaires quand même qui tendent à mettre un petit peu sur un pied d'égalité le Hamas et Israël. Moi, ce qui me fait bondir et me donne envie de hurler. Mais enfin, ça se produit quand même. Et donc, le combat n'est pas terminé. Et ce rapport de force, il faut voir comment il évoluera. Très bien, merci beaucoup Daniel Hervouet d'avoir été avec nous sur RCJ, ancien contrôleur général de l'armée française. Nous ne manquerons pas de vous rappeler tout au long de cette semaine et des jours à venir pour avoir votre regard, votre analyse sur la situation en Israël, mais également en France. Il faut rappeler que la France a été touchée par une nouvelle attaque terroriste. C'était vendredi contre un professeur de français dans un lycée d'Arras. Merci infiniment Daniel Hervouet d'avoir été avec nous sur RCJ. Bonne journée. Je vous en prie. Nous allons terminer cette édition spéciale en rejoignant tout de suite à Tel Aviv notre correspondante Emmanuelle Ada. Oui, Laurence, quelles sont les dernières informations? Oui.
Au moment même où je vous parle, j'entends des booms, des détonations très importantes autour de nous. Je ne sais pas encore où est-ce qu'elles ont eu lieu. En tout cas, il y a des tirs de missiles sur Israël actuellement. Je pense, Laurence, que on pourrait revenir un petit peu sur l'émotion qu'a transmis cette habitante de la ville d'Ashkelon qui vit dans un abri depuis maintenant plus d'une semaine. Vous avez dû sentir, et tous les auditeurs ont dû sentir dans sa voix, à la fois la peur, la tristesse, l'envie de communiquer. Je pense que la radio juive de France est un cordon ombilical entre Israël et les Juifs de France et la communauté juive de France. Et elle était émue de pouvoir s'adresser à vous et de vous faire part de ce qu'elle vit et de ce qu'elle ressent depuis maintenant une semaine. Alors, en parlant d'Ashkelon, on a évacué les maisons de retraite de la ville d'Ashkelon qui abritent environ plus d'une centaine de résidents. C'est important de le dire parce que les personnes âgées aussi vivent des traumatismes. Elles ne peuvent des fois pas se déplacer rapidement pour aller dans les abris. Et puis voilà, alors Israël est sur le qui-vive. Israël retient son souffle au moment où je vous parle, entre le front sud où l'armée de terre doit intervenir incessamment sous peu. Le pape vient de demander à ce que des couloirs humanitaires soient installés pour les population civile de Gaza, le pape qui n'est pas intervenu après le massacre dans les localités juives du sud du pays. Au nord, où il y a eu encore des tirs de mortier dans les minutes qui précèdent à l'instant, et puis toujours aussi du côté des territoires de Judée et Samarie, où il y a eu des tirs sur des forces spéciales israéliennes. Donc Israël retient son souffle, Israël regarde dans 3 directions, le nord, le sud et les territoires. Nous serons sur RCJ toujours en contact pour vous donner le plus d'informations possible au cours de la journée et dans les jours qui vont suivre. Bien évidemment, merci beaucoup Emmanuel Ada d'avoir été avec nous tout au long de cette édition spéciale qui s'achève à présent. Je voudrais remercier Théo à la réalisation technique, Lisa et Raphaël qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci également à tous nos intervenants. Je vous laisse sur RCJ. La suite des programmes, c'est tout de suite. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain matin à 8h en compagnie de Elsa Pariante. J'aurai également le plaisir de vous y retrouver. Très bon après-midi à tous à l'écoute de nos programmes sur RCJ.